Est-ce que vous avez envie d'écrire un roman, mais malheureusement vous ne savez pas comment vous y prendre? Si la réponse est oui, alors restez avec moi parce que cette vidéo va très certainement vous intéresser. Écrire un roman, c'est comme à peu près n'importe quoi d'autre sur cette planète, ça s'apprend. Bien sûr, quand on est débutant, il est facile d'oublier une des étapes qui est pourtant indispensable pour arriver au bout de l'écriture d'un roman. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 16 étapes nécessaires à l'écriture d'un roman, de l'émergence de l'idée jusqu'à sa publication. Ça, c'est tout de suite après le générique. Salut à tous, moi c'est Jérôme, je suis auteur auto-édité et blogueur. J'ai à mon actif une série jeunesse que je vends sur la plateforme Amazon et j'alimente chaque semaine un blog écrire-et-être-lu.com dans lequel je partage mon expérience pour écrire un livre et en faire la promotion. Sur cette chaîne, je m'adresse aux passionnés d'écriture qui aspirent à devenir des auteurs indépendants. Alors, si tu es nouveau ici, abonne-toi. C'est le bouton qui est là, c'est le bouton rouge où il y a marqué abonne-toi là, juste là, sous mon doigt. Voilà, c'est là. Avant toute chose, je vais commencer par un cliché. Écrire un livre, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Est-ce que vous partiriez courir 42 km sans avoir eu le moindre entraînement avec un costume cravate et des chaussures de ville? Probablement pas. Les 16 étapes dont je vais vous parler dans cette vidéo sont celles à côté desquelles vous ne devez pas passer avant de vous lancer dans cette aventure. L'inspiration, ça peut frapper n'importe qui et à n'importe quel moment. Parce qu'une idée originale, ce n'est jamais qu'une idée normale qui rencontre une autre idée normale et qui partent ensemble pour faire des bébés d'idées originales. Ouais, salut, c'est l'inspiration. Dis-moi, je me matais le film de super-héros que t'es en train de regarder là, et je me disais qu'on pourrait peut-être faire un mix avec la salade de frites que t'as mangé ce midi. On ferait une équipe de super-héros avec Iron Kiwi, Captain Pastèque... Allô? Allô? Pour autant, le fait que l'inspiration puisse venir à n'importe quel moment ne veut pas dire que vous ne devez rien faire pour la provoquer. Vous devez aller la chercher. Et l'un des meilleurs moyens pour provoquer l'inspiration, eh bien, c'est de multiplier les expériences et notamment les expériences créatrices. Si vous voulez que votre livre intéresse un minimum les lecteurs, vous devez d'abord vous imprégner des codes du genre du livre que vous avez écrit. Et pour cela, l'un des meilleurs moyens d'y arriver, c'est de lire. Bravo, bravo, bravo à vous si vous avez trouvé la réponse. En vous imprégnant des récits et des romans du même genre que le vôtre, vous allez assimiler les codes, vous allez très vite remarquer quels sont les standards, quelles sont les situations qui ont été usées jusqu'à la corde et que vous devez absolument éviter, et vous allez également repérer les ficelles qui continuent de fonctionner. Voilà une étape qui mérite toute votre attention parce que le choix de votre point de vue va considérablement influencer votre récit. Pour cela, voilà les 3 plus grandes options à votre disposition. Tout d'abord, le point de vue à la première personne. Vous allez utiliser le pronom « je » et vous allez complètement immerger le lecteur dans les aventures de votre héros. Évidemment, ça a aussi quelques inconvénients, puisque vous ne pourrez pas relater les scènes dont votre héros n'a pas été le témoin direct. Vous serez donc fortement contraint sur ce point. Avec la troisième personne limitée, vous allez utiliser les pronoms il ou elle. Ici, vous allez raconter votre histoire du point de vue d'un observateur, mais un observateur qui va suivre pas à pas les mouvements de votre protagoniste. Vous serez donc là également limité sur le type de scène dont vous pourrez parler, mais vous aurez un petit peu plus de recul, ce qui vous permettra de faire part des pensées et des états d'âme de votre héros et d'y insérer des commentaires de votre cru. Enfin, la troisième option, c'est le point de vue omniscient. Ici, vous êtes Dieu tout-puissant. Vous pouvez vous balader d'une scène à l'autre, d'un point de vue d'un personnage à un autre, et même d'une époque à une autre, faire des flashbacks, aller dans le futur, revenir au présent, c'est vous le king. Alors évidemment, dit comme ça, il peut paraître plus facile d'opter pour le point de vue omniscient. Ceci dit, attention, parce qu'il sera plus difficile pour votre lecteur de se sentir immergé dans votre histoire. Le choix du temps, c'est également un choix absolument essentiel avant de commencer l'écriture de votre roman. Basiquement, vous avez 2 options. Le présent
et le passé. Le présent est un choix plus vivant parce qu'il donne l'impression d'une simultanéité entre l'action qui se déroule et le moment de la lecture. D'un autre côté, le passé, c'est vraiment la convention par excellence. C'est le temps de la narration et c'est celui auquel les lecteurs s'attendent le plus souvent à rencontrer. À vrai dire, si vous êtes débutant, le meilleur choix, c'est avant tout de prendre le temps avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Le plus important, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre temps, présent ou passé, vous ne devez jamais, jamais, jamais en changer. Votre récit va-t-il se passer à Paris de nos jours, au Brésil en plein milieu du XVe siècle ou en l'an 4158 au fin fond du cosmos dans une galaxie lointaine, très lointaine? Le choix du contexte est absolument essentiel parce qu'il va considérablement influencer le déroulement de votre récit. Si vous écrivez un roman policier dans l'un des 3 exemples que j'ai cités au début de cette séquence, vous n'allez pas du tout le traiter de la même façon. À moins que vous n'écriviez sur la vie entière d'un personnage, de sa naissance jusqu'à sa mort, vos personnages, quand ils rentrent dans l'histoire de votre roman, ce ne sont pas des nouveau-nés. Ils ont déjà un passé, ils ont déjà un caractère, une personnalité qui s'est développée. Vous devez donc travailler vos personnages le plus profondément possible pour qu'ils soient des entités complexes, riches, et que ce ne soit pas juste de plats stéréotypes ou des clichés. Développer un personnage complexe, c'est vraiment un art à part entière dans le monde des fictions, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les séries. Mais pour commencer, vous devez déjà vous poser les 3 questions suivantes. Quel est le but de mon personnage? Ça, c'est absolument essentiel. Votre personnage doit avoir un but, sinon vous n'avez pas d'intrigue, pas d'histoire, pas de roman. Par exemple, Luke Skywalker, dans la saga de Star Wars, veut renverser le redoutable Empire galactique. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est quelle est sa motivation? En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il veut atteindre cet objectif qu'il s'est fixé? En ce qui concerne Luke Skywalker, c'est tout simple, il veut apporter la paix et la liberté à la galaxie. Enfin, la troisième question que vous devez vous poser, c'est mon personnage est-il statique ou dynamique? En d'autres termes, est-ce qu'il va évoluer tout au long de mon roman ou est-ce qu'il va rester tel qu'il était au départ? Pour reprendre Luke Skywalker, Luke est passé du statut de fermier à celui de chevalier Jedi. Le conflit, ce sont tous les obstacles, toutes les épreuves par lesquelles votre héros va devoir passer pour atteindre son objectif. Confucius a dit « Une histoire sans conflit, c'est comme une pizza sans fromage. Ça se mange, mais ça n'a aucun intérêt. » Alors il existe 2 types de conflits dans un roman. Le conflit interne, ce sont les doutes et les questionnements que se pose le héros en lui-même. Il n'a pas besoin pour cela d'avoir un méchant ou des circonstances naturelles ou cataclysmiques pour cela. Ce sont simplement ses questionnements intérieurs. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon est tiraillé par la tentation que représente l'anneau suspendu autour de son cou. Ensuite, il y a les conflits externes que tout le monde connaît, qui sont représentés par un antagoniste qui va s'opposer au héros pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Dans Le Seigneur des Anneaux, le conflit externe est représenté par Sauron, Saruman et l'armée de 10 000 orques qui va désespérément essayer de leur arracher la tête. Une fois que vous avez défini les conflits, vous devez définir l'enjeu. L'enjeu, c'est tout simplement la réponse à la question « Qu'est-ce qui va se passer si le héros n'atteint pas son objectif ?» Pour rester sur Le Seigneur des Anneaux, si Frodon n'arrive pas à détruire l'anneau unique, la Terre du Milieu sera plongée dans les ténèbres et l'esclavage. Vous devez ensuite créer le plan de votre roman. Alors, je ne vais pas revenir sur l'éternel débat entre les architectes et les jardiniers. Sachez que vous êtes totalement libre de définir par vous-même le niveau de détail de votre plan. Cela peut être simplement une liste à puces, quelques mots pour résumer chaque chapitre de votre histoire, ou alors vous pouvez décrire toutes les scènes une par une, scène par scène, de façon à savoir très exactement ce que vous allez écrire dans votre histoire. Alors, je crois que ce personnage, en fait, il n'était pas censé être là. Ben non. Mais parce que tu l'as tué il y a 2 chapitres. Et oui. Ceci étant dit, même si vous êtes le plus grand jardinier du monde, je ne peux que vous conseiller de faire un minimum de planification, ne serait-ce que pour savoir où vous allez.
Vous serez ensuite complètement libre de suivre ou non le plan que vous avez établi. Moi personnellement, il m'arrive très souvent de dévier de la trajectoire que je m'étais fixée au départ. Pour autant, ça ne m'empêche pas de garder le point final, l'élément vers lequel je veux tendre, et ça, sans plan, c'est beaucoup plus compliqué. Même si une histoire aura toujours un début, un milieu et une fin, vous pouvez changer complètement la façon dont le lecteur va appréhender votre histoire et la façon dont vous allez la tourner en choisissant telle ou telle autre structure pour le déroulement de votre récit. Je ne vais pas rentrer dans la description détaillée de toutes ces structures, parce qu'il y a des livres entiers qui leur ont été consacrés, mais sachez que vous avez le choix entre les plus connus, la structure en 3 actes, la pyramide de Freytag, le voyage du héros de Vogler, ou la très périlleuse In Media Res. Vous devez ensuite décider comment vous voulez écrire. Et là, je ne parle pas de technique d'écriture, de structure ou de conception du personnage, mais réellement, comment vous allez écrire. Est-ce que vous allez utiliser une feuille et un crayon à papier? Est-ce que vous allez faire ça sur votre téléphone portable, sur une tablette, ou confortablement installé derrière votre bureau face à votre PC? Il existe aujourd'hui de très nombreux logiciels et applications mobiles qui vous permettent d'écrire absolument partout. Le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'utiliser celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Écrire un roman est une chose suffisamment difficile comme cela, sans en plus vous coller des contraintes dont vous n'avez pas besoin. Vous ne devez également pas perdre de vue pour qui vous écrivez ce roman. Si vous écrivez pour des fans de fantasy, pour des inconditionnels du roman policier, vous n'utiliserez pas les mêmes codes, vous ne parlerez pas et vous n'écrirez pas de la même façon. Garder sa cible en tête, c'est le meilleur moyen pour continuer à lui parler de la façon la plus appropriée possible. Je ne parle pas ici d'autocensure ou de politiquement correct, surtout pas, mais d'un mode de communication inconscient qui va s'opérer malgré vous pendant l'écriture de votre roman. Pour illustrer mes propos, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous parlez de la même façon à votre patron et à votre femme ou votre compagnon? Bien sûr que non. Vous allez adapter votre discours, votre vocabulaire et votre attitude et vous le faites de façon totalement inconsciente parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et les personnes sont très différentes. Vous devez donc procéder de la même façon en ce qui concerne l'écriture de votre roman. Si vous écrivez un roman pour des enfants, des adolescents ou des adultes, vous avez tout intérêt à garder ça à l'esprit. Si vous ne voulez pas que l'écriture de votre roman vous prenne des mois, voire peut-être des années, je vous conseille très fortement d'établir une routine d'écriture. La règle de base quand il s'agit d'écrire un premier jet, c'est d'aller le plus vite possible. Pour cela, 2 conseils. Le premier, c'est d'établir avec vos proches des périodes non négociables pendant lesquelles vous serez concentré sur l'écriture de votre roman. Et le mot-clé ici, c'est bien non négociable. Kevin, tu vas lentement sortir du bureau pour laisser travailler papa. Et ramasse ton doudou sans geste brusque. Le deuxième, c'est que vous devez vous fixer des petits objectifs. Si vous commencez en vous disant « je vais écrire un roman », c'est un petit peu comme se dire « je vais escalader l'Everest ». C'est trop gros, trop impressionnant et ça peut faire peur et décourager beaucoup de monde. Il vaut donc mieux se fixer des petits objectifs comme d'écrire 500 mots tous les jours. Cela vous permettra d'avancer lentement mais sûrement. L'objectif, c'est d'arriver au bout. Une fois que vous avez terminé votre premier jet, la prochaine étape, c'est de laisser dormir votre roman. À ce moment-là, vous n'êtes pas prêt pour vous lancer dans la correction de votre roman. Vous avez trop la tête dedans, trop le nez dans le guidon, et s'il y a des incohérences ou de grosses erreurs dans la structure de votre récit, vous ne serez pas en capacité de les voir. Vous devez donc lui foutre la paix pendant 15 jours, 1 mois, peut-être voire même 2 mois, de façon à vous laver l'esprit pour pouvoir le reprendre ensuite à tête reposée et le relire avec un minimum d'objectivité. Quand vous en serez là et que vous reprendrez votre manuscrit pour le relire une première fois, j'aime autant vous le dire tout de suite, il y a de très grandes chances pour que vous trouviez que votre roman est la plus grosse daube dans l'histoire des grosses daubes. C'est complètement normal, rassurez-vous. Un premier jet, c'est fait pour être mauvais et c'est à cela que sert la phase de correction. Alors vous allez rentrer dans la phase de correction. Petit vénard va. Cette phase de correction, elle va nécessiter plusieurs lectures et relectures de votre roman. À chaque fois, vous allez relever des incohérences dans votre histoire ou dans l'évolution de votre personnage qui va vous inciter, vous amener
à procéder à des réécritures de certaines parties, certains chapitres, certaines scènes. Une fois que vous aurez réécrit vos premiers chapitres, vos premières scènes, eh bien, vous allez vous rendre compte que cela implique la réécriture d'une autre partie précédente ou d'une autre scène qui suit juste après. Etc., etc., etc. Vous l'avez compris, la phase de correction peut durer longtemps, très longtemps, trop longtemps. Pour briser ce cycle infernal, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de procéder par étapes. Vous faites d'abord une première lecture en vous concentrant sur un type d'erreur. Le découpage des scènes, par exemple. Et si pendant votre lecture, vous repérez d'autres erreurs, vous faites juste une petite croix dans la marge pour vous rappeler que vous devez revenir sur ce point lors d'une prochaine lecture. Oui, c'est bien la hotline antidote. Oui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai lancé la détection des répétitions sur mon texte et mon PC a explosé. C'est normal? Un bêta-lecteur, c'est une personne qui n'est pas un professionnel de l'édition ou du monde du livre, mais simplement un lecteur passionné qui a envie de lire des livres avant leur sortie officielle. Vous pouvez les trouver un petit peu partout, Facebook, Twitter, ou alors carrément par email s'ils sont abonnés à votre blog, et vous leur posez simplement la question: est-ce que vous avez envie de lire mon livre avant qu'il ne soit définitivement publié? En contrepartie, ces personnes vont vous donner un avis, si possible objectif et constructif, pour vous permettre d'améliorer encore votre roman une dernière fois, afin d'en corriger les dernières incohérences, les dernières erreurs. Enfin, la dernière étape, elle consiste à engager un correcteur professionnel. Alors ce n'est pas l'étape la plus difficile, mais c'est celle qui fait le plus mal à votre portefeuille. Les correcteurs professionnels ne font pas ça gratuitement, c'est normal, c'est leur métier. Pour autant, si vous voulez que votre roman soit publié sans faute d'orthographe ni erreur de syntaxe, c'est un investissement que vous devez faire. La plupart des correcteurs proposent différents packs à des prix variés et proposant des prestations plus ou moins poussées qui peuvent aller de la simple correction orthographique jusqu'à la mise en page de votre roman. Il n'y a rien de pire que de s'apercevoir qu'on a oublié un S une fois le roman imprimé et édité. Alors prenez bien le temps de vous renseigner sur la qualité des prestations qui vont vous être vendues. Nous sommes arrivés à la fin des 16 étapes nécessaires pour écrire un roman. Si vous êtes un auteur auto-édité ou si vous êtes sur le point de le devenir et que vous cherchez une méthode pour vendre votre roman, vous pouvez télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteur sur mon blog écrire-et-être-lu.com. Vous y trouverez une méthode pour rendre votre livre attractif, pour dynamiser vos réseaux sociaux, ainsi qu'un rétro-planning qui vous permettra d'organiser votre campagne de promotion. Et avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir. À bientôt!